Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à vous. Dans une minute, on va pouvoir démarrer ce webinaire qui concerne donc la réponse à un incident et comment réagir, comment se préparer à un tel événement. Pour faire les présentations, je suis Loïc Castel, je travaille chez SSL 24/7 et ceci est le 3e webinaire d'une longue série à venir, j'espère, qui va donc permettre qui couvre certains thèmes. Donc on a couvert par exemple la dernière fois le pentest agile. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la réponse à incident. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est pas forcément rentrer dans les détails sur ce qui peut être fait en réponse à incident. La réponse à incident, c'est un sujet extrêmement vaste. Vous allez trouver des centaines de livres sur le sujet, et je ne vous parle pas des ressources sur Internet. Il y a plein d'aspects intéressants, hein, techniques ou pas moins techniques. Là, le but, ce sera plutôt de couvrir certains aspects et surtout de s'adresser à tout type de public. Ce qu'on peut voir dans certains livres, dans certaines documentations, c'est que ce qu'ils proposent, par exemple lors de la création d'un plan de réponse à incident, c'est par exemple de créer une équipe de 5 à 10 personnes dédiées à la réponse à incident. Alors malheureusement, toutes les sociétés, toutes les organisations ne peuvent pas se le permettre, la majorité ne peuvent pas se le permettre. Là, le but, ce sera plutôt de présenter des moyens de se préparer, mais qui sont applicables à tous. Et le but est aussi de vous présenter certains cas auxquels on a eu l'occasion de répondre, des cas qui sont assez typiques, hein, qu'on voit assez souvent. Et si un de nos clients écoute ce webinaire, il va probablement se retrouver dans ce scénario. Alors ce ne sera pas forcément de lui qu'on parlera, parce que les scénarios se ressemblent malheureusement beaucoup, parce que les attaquants ne sont pas très imaginatifs peut-être. Bon, ils le sont parfois, mais on se retrouve surtout avec souvent avec des cas similaires. Donc, quelques menaces, quelques exemples de menaces générales. Donc, on peut classifier en fait les menaces selon plusieurs moyens de classification. Donc, par exemple, l'impact qu'il peut avoir. Donc, mettre à plat un serveur ne sera pas le même impact qu'un impact financier, qu'un impact sur l'image de la société ou qu'un impact sur un vol de données, par exemple. Il y a aussi les vecteurs d'attaque. Donc là, ça pourrait être le mail, ça pourrait être des médiums externes, donc des clés USB, ça pourrait être l'humain, ça pourrait être les locaux physiques. Voilà, donc c'est aussi un moyen de les présenter. Et voilà, par exemple, ces cinq menaces assez générales que j'ai mis sur ces slides. Donc des cas de phishing, des cas de ransomware. Ransomware, c'est un type spécifique de malware qui va avoir pour but de faire une action sur une machine ou plusieurs machines et de demander une rançon. Une compromission globale, donc là c'est lorsqu'il y a une première compromission qui a donné lieu à un déplacement latéral de l'attaquant, automatique ou manuel, ça dépend, hein. On a vu par exemple l'exemple de WannaCry ou NotPetya où il y a des sociétés qui se sont fait infecter tout leur WAN de manière automatique et donc très rapidement. Mais on a eu aussi des cas sur des périodes plus longues où il y a eu une compromission globale de sociétés, donc des multinationales par exemple, c'est le plus impressionnant, mais il y a des sociétés plus petites à qui ça arrive aussi. Donc là où tout est compromis, donc là forcément la manière de réagir va être différente. On a aussi lorsque ce sont des employés qui font des actions illégales, qui récupèrent de la donnée, qui les vendent, etc. Et on a aussi un autre type de menace qui est un peu plus différente, donc les DDoS, les Distributed Denial of Service, et donc là qui ont pour but de mettre à plat un ou plusieurs serveurs ou services, le but étant politique ou financier, voilà, plusieurs types de buts. Donc là, le but de la première présentation, donc ça va être, enfin, le premier use case, ça va être savoir pour sujet donc un transfert d'argent frauduleux. Donc cet exemple qui nous est arrivé, alors je pense qu'on va avoir au moins 5 ou 6 cas similaires où on a pu intervenir, sans compter ceux dont on a entendu parler où on aurait pu intervenir et où ça n'a pas été le cas
plusieurs raisons. Donc là, ce cas-là, c'était qu'il y a eu un transfert d'argent. Donc c'était le paiement, un paiement avec des sommes assez importantes. Hein. On était au-dessus d'une centaine de milliers d'euros. Le transfert a été intercepté par un attaquant qui a envoyé ses informations de banques différentes forcément de la personne qui devait recevoir le virement, et le comptable a malheureusement fait le virement à l'attaquant. Donc l'objectif de l'attaquant, c'est de devenir plus riche, voilà, donc dans un premier temps, hijacker le transfert d'argent et devenir plus riche. Quand on a compris l'analyse, mais ça, avant même d'intervenir, le client, donc notre client, la victime, avait compris comment ça avait fonctionné. Il y avait un compte email qui a été compromis. Donc là, voilà, l'attaquant, il n'a pas fait une simple attaque de phishing. Il a d'abord volé un compte. Il l'a utilisé ensuite, il a classifié, donc il a volé plein de comptes à la base qu'il classifie. Il va prioriser certains types de profils, VIP, donc tout ce qui va être les présidents de la société, toute la partie comptable. Une fois qu'il a trouvé tous ces profils, il va chercher des mots-clés sur la boîte mail, notamment tout ce qui va concerner les transferts d'argent. Une fois qu'il a trouvé un exemple de transfert qui va bientôt se faire, il va s'attaquer à ça. Donc, il prend la victime, qui va souvent être la personne qui va faire le transfert. Donc, soit l'attaque, il va la faire depuis, soit l'email compromis, c'est celui qui va recevoir le transfert ou c'est celui qui l'émettra. Dans les deux cas, il a l'information de ce transfert d'argent, il a les personnes qui sont en copie du mail. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement spoofer les échanges et il va intercepter tous les échanges qui vont être faits avec les personnes qui sont contenues dans le mail. Le but étant que s'ils répondent, lorsqu'il va envoyer l'information avec les informations bancaires, les siennes, celles de l'attaquant, personne ne le... Même si les autres personnes qui sont en copie répondent et disent non, faites pas le transfert, ce ne sont pas les bonnes informations, la personne qui est au bout, qui est généralement physiquement à distance, hein, forcément si on est dans la même salle, ça ne fonctionne pas, va pas le voir et va faire le transfert d'argent. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc comment on est intervenu? Donc vous allez voir que dans la façon d'intervenir, il y a beaucoup de parties qui sont très similaires. La première chose, c'est de comprendre le contexte, de créer une organisation. Donc là, c'est de la communication. Il faut déterminer un lead sur la réponse à un incident. Donc quelqu'un chez la victime qui aura la connaissance de tous les éléments sur l'incident. Un lead technique aussi qui aura toutes les clés du royaume et qui pourra donner les bons accès à la personne, au consultant qui fait la réponse à l'incident. Il faut que le consultant ou les consultants qui fassent la réponse à incident soient au courant des technologies qui sont utilisées, donc l'architecture technique. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut passer à la partie analyse. Donc on récupère les données. Là, par exemple, sur Office 365, c'est entre guillemets malheureusement assez pratique puisque c'est pas le premier incident qu'on fait sur Office 365. Et donc là, par exemple, sur ce cas-là, on avait déjà tous les outils qu'on avait développés lors de précédentes réponses à incidents, des scripts PowerShell pour aller récupérer les logs de manière automatique et des Splunk ou un Elasticsearch qui étaient déjà configurés avec les bonnes règles pour aller trouver tous les événements et pour parser. On est sur des milliards d'événements, donc forcément, ça demande de l'automatisation, c'est obligatoire. Une fois qu'on a tous les éléments, qu'on a fait une bonne partie d'analyse, on commence à faire une hypothèse. On trouve des choses qui sont suspectes, des tentatives de brute force, des authentifications, des succès d'authentification à partir de pays qui ne sont pas les pays liés à l'échange d'argent et des pays, des personnes qui sont victimes de cette attaque. Création de règles à Outlook. Donc là, quand je parlais d'intercepter les échanges, c'est comme ça que ça se fait. Il crée des règles et les règles transfèrent les emails des personnes en copie vers des répertoires qui vont jamais être utilisés. Voilà. Ou vers la corbeille directement. Encore que la corbeille, ça va être plus regardé que certains répertoires. Voilà. Et voilà, l'analyse est finie. On a des conclusions qui sont solides. On les présente et ensuite on peut faire des actions. Et la partie la plus importante, il y a deux parties
très importante de cela, c'est toujours de faire un meeting post-incident, interne et externe, pour apprendre de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs dans une réponse incident, mais aussi des points positifs. Le premier, c'est qu'on peut apprendre de tout ça pour éviter que ça se reproduise de 1. Et puis pour mieux réagir si ça arrive malheureusement une seconde fois. On peut aussi appliquer des recommandations. Donc là, par exemple, sur Office 65, ça va être mettre en place la double authentification, c'est simple sur Office 65. Ça va être de désactiver les règles de transfert au niveau de la société, voilà, de mettre des politiques de mots de passe qui soient plus complexes. Il y a plein de choses à faire et c'est l'occasion de le faire. Et en général, on trouve rarement des personnes qui vont contredire ça, puisque voilà, ça aurait pu éviter d'être dans ce cas-là, qui est, je l'ai pas encore dit, très stressant. C'est très stressant pour l'intervenant, pour la victime surtout, de se retrouver dans une situation, on ne sait pas ce qui se passe, il va y avoir des impacts financiers sur la société, il va peut-être y avoir des gens qui vont être licenciés à cause de ça, il va y avoir des conséquences, hein, clairement. Donc ce genre d'événement est très stressant et je souhaite à personne de le vivre. Et donc voilà, forcément, quand on a vécu ça, on a moins de mal à appliquer certaines recommandations qui, dans un cas normal, un cas avant l'accident, par exemple, n'auraient pas été appliquées. Deuxième cas, un ransomware. Donc un ransomware qui va chiffrer tous les fichiers sur la machine dans le but de, si on n'a pas de sauvegarde, de faire payer une rançon à la victime. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que pendant un week-end, il y a eu un ransomware qui a été lancé. Il a été observé. Donc ça, c'est ce qui a été observé de l'extérieur, hein, observé par la victime, par notre client. Et il a observé qu'il y avait plusieurs de ces serveurs qui sont tombés dans un premier temps. Donc là, ils vont regarder, les personnes techniques vont regarder ce qui se passe et voient qu'il y a plein de fichiers qui sont chiffrés. Donc forcément, voilà, la plupart des services sont arrêtés ou fonctionnent mal. Et donc là, ils arrêtent tout, ils reconstruisent sans avoir encore fait appel à nous, hein, ils reconstruisent les serveurs qui étaient chiffrés, qui étaient infectés. Vous avez quand même une bonne centaine, donc on est déjà sur un incident assez gros. Donc ça veut dire que le ransomware, il avait réussi à se répliquer d'une manière sur plusieurs machines. Et voilà, donc ils avaient des sauvegardes, ils ont pu répliquer, voilà, mais ils ont quand même eu une perte de service parce que ça a duré pendant plusieurs semaines. Donc voilà, suite à cet incident, il nous faut intervenir. Donc déjà là, il y a quelque chose qui aurait pu être fait mieux sur cette partie-là, c'est de faire appel à nous plus tôt, ou à voilà, un consultant qui fait de la réponse à un incident, plutôt, parce que le plus tôt, le mieux en général. Les attaquants, ils suppriment leurs traces. Il y a des durées de rétention sur certains serveurs qui sont limitées. Et on peut voir qu'au bout de 15 jours, voilà, il n'y a plus les informations. Les informations qui auraient pu être extrêmement utiles pour l'analyse ne sont plus. Mais bon, dans tous les cas, on intervient. On se rend compte que c'était un serveur RDP qui était mal sécurisé, qui a permis la première entrée, et ensuite l'attaquant s'est propagé sur d'autres serveurs. Et donc là, la manière qu'on a eu d'intervenir était la même, hein, comprendre le contexte, comprendre l'architecture technique. Là, la façon après de procéder était un peu différente, vu qu'on parlait de serveurs et non plus d'infrastructure mail. Donc ça a été de créer des snapshots, récupérer en mémoire sur les serveurs qui étaient encore allumés pour certains, récupérer la mémoire, récupérer plein de preuves, qui vont permettre de consolider une analyse, de les corréler entre elles et de consolider une analyse, savoir ce qui s'est passé. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'attaquant, le ransomware, c'est la dernière chose qu'il a fait, mais malheureusement, il a fait d'autres choses avant, notamment récupérer des informations. Et voilà, on s'est rendu compte qu'il était présent depuis plus de 2 ans sur le système d'information, ce qui fait une période assez longue. Et on a pu même déterminer quel type de données ont été volées, ce qui est extrêmement précieux pour le client, parce qu'il pouvait savoir quels dommages ont été commis sur son réseau. Voilà, donc comprendre comment l'attaquant a fonctionné, savoir d'où il vient, qui il était, pour éventuellement donner aux autorités, et ensuite appliquer les recommandations sur ce type d'incident. Troisième cas, un vol de données, et toujours avec un objectif de l'attaquant de devenir plus riche, hein, donc de demander une rançon. Là, je vais passer assez vite parce que bon, on a déjà couvert pas mal de cas, mais la seule chose qui a changé, c'est que plutôt que ce soit un serveur RDP, c'était un serveur web.
Et là, le but principal de cette analyse, c'était de déterminer est-ce que l'attaquant, donc voilà, il avait montré des preuves comme quoi ces fichiers-là, il avait récupéré des gigas de données, il montrait quelques checksums, quelques exemples, etc. Et là, le but, c'était de savoir déjà qu'est-ce qu'il avait récupéré de plus, parce qu'il racontait dans son mail de menace qu'il avait plein d'autres choses, des comptes, des infos sur les infos RH, de la finance, mais il ne montrait rien. Et donc là, le but de l'analyse, ça a été de vraiment retracer tout ce qu'il a fait à partir du même mode d'opératoire et de savoir si oui ou non il était allé plus loin. Et là, dans ce cas-là, heureusement pour notre client, il était resté sur ce serveur-là, il n'était pas allé plus loin. Donc c'est une bonne chose. C'est une chance, voilà, sachant qu'après, s'il y avait eu un niveau technique un tout petit peu plus élevé, il aurait pu facilement se déplacer et aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus de dégâts. Donc voici quelques exemples. Donc j'ai déjà couvert comment on pouvait répondre dans le cas, comment on avait répondu à certains cas. Et là maintenant, voilà quelques étapes à effectuer pour répondre correctement à un incident et comment s'en préparer. Donc déjà, la première phase, ça va être la préparation. Donc là, on va la couvrir plutôt en détail sur cette partie. Ça va être la partie qui va nous intéresser plus lors de ce webinaire. Force à parier que les prochains webinaires vont parler plus de les parties suivantes, donc la détection, l'analyse, le containment de la menace, qu'elle soit automatique ou manuelle, l'éradication de la menace, donc on va réimager les machines, on va les recréer from scratch, ou voilà la manière d'éradiquer ce qui s'est passé, et le recouvrement du SI dans un état normal, avec tous les services qui fonctionnent sains. Et une partie qui va être un peu couverte ici, mais sur laquelle on peut passer assez rapidement, mais qui est extrêmement importante, ça va être ce qui va se passer post-incident. Donc ça va bientôt être, bien sûr, revenir à la préparation, d'autant plus que là, on a vécu un incident, on sait que se préparer, c'est d'autant plus important. Et ça va être surtout de débriefer, d'apprendre quelque chose de ces événements. Du négatif, on va tirer du positif. Donc voilà déjà quelques étapes à faire immédiatement. Donc là, vous ne faites pas encore appel à quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire appel à des consultants externes parce que vous avez les ressources en interne. Mais dans tous les cas, documentez tout ce qui se fait. Documentez tout ce que vous faites, tout ce que vous récupérez, toutes les traces, les mails, vous timestampez tout. Vous récupérez le max d'informations et vous documentez ce qui se passe pour créer une time frame. Comprendre l'incident et surtout comprendre ce qui s'est passé, les impacts que ça a, parce qu'on a parfois des remontées d'informations d'un utilisateur qui dit voilà, j'ai été piraté, c'est extrêmement grave, faut appeler le FBI. Mais en fait, en creusant un petit peu ce qui s'est sur ce qui s'est passé, en creusant un petit peu l'événement, on se rend compte que c'est pas si grave et que ça n'a très peu d'impact. Donc voilà, toutes ces infos-là, elles permettent de prioriser, savoir si on fait appel à un intervenant externe ou pas, ou si on a les ressources internes pour le traiter, et savoir quel type d'équipe on va mettre en place pour répondre à ça. Voilà, donc s'il y a besoin, trouver l'assistance. Surtout, préserver les preuves. Préserver les preuves, ça va être voilà, pas arrêter un serveur si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez le choix de le mettre en quarantine, ne pas l'arrêter pour que derrière, quand on fasse l'analyse, on puisse faire un snapshot de la mémoire, par exemple. Ça va être un exemple. Ça va être faire des copies bit à bit des disques durs qui ont été compromis, des machines qui ont été compromis. Voilà, ça va faire plein de choses. Par exemple, éviter de se reconnecter, voilà, de recréer des traces supplémentaires qui vont peut-être soit effacer les traces précédentes des attaquants, soit un petit peu pourrir la donnée intéressante. Donc, voilà, travailler sur des données brutes de manière générale, investiguer sur ce qui se passe et surtout notifier les autorités, communiquer, s'il y a besoin de communiquer aux médias, s'il y a besoin de communiquer l'incident aux autorités nationales, c'est une étape qui est aussi extrêmement importante. Les étapes suivantes, donc là, lorsque vous faites appel ou non à une aide externe, donc là, vous avez fait les étapes, immédiates, vous êtes maintenant au cœur de l'incident.
Donc là, ça va être la recherche de la menace. Hein. S'il y a peut-être une machine, il y a eu une détection localisée. Maintenant, le but, ça va être de valider que l'infection, elle n'a pas affecté d'autres machines qui vont peut-être se manifester plus tard. Donc, toujours lors de l'intervention, la préservation des menaces, elle est extrêmement importante. Élaborer une timeline, donc d'abord à partir des événements qu'on a et ensuite analyse avec les événements analysés. Évaluer les dommages que ça a causé. Donc, je parlais tout à l'heure de donner une idée de quel type de données a été volé, quel type de victimes ont été victimisés par l'attaquant, combien d'argent a été volé, enfin, ça va être ça. Quels sont les impacts pour la société, si c'est possible, savoir qui est l'attaquant, essayer d'obtenir des informations sur lui. Éradiquer la menace, donc là après on est vers la fin de la réponse à incident. En général, la menace a bien été comprise et donc on peut mettre en place ce qu'il faut pour l'éradiquer de manière définitive. Et ensuite, recouvrement, bascule du système d'information pour arriver à un système d'information sain. Donc, les étapes de préparation. Quels sont les pires scénarios possibles lorsqu'on fait une réponse à un incident? Donc, ça va être de se retrouver et de se rendre compte qu'il n'y a pas de journaux. Donc là, on a des clients de toutes les tailles hein, chez 747. On a des petits clients comme des multinationales. Et dans certains cas, on se retrouve où on a vraiment zéro journaux, zéro information, zéro sauvegarde. Et donc, pour intervenir, il y a toujours des moyens, il y a toujours des artefacts, des choses à récupérer qui permettent de retracer, mais l'analyse est clairement dégradée. Donc, voilà, la première chose à faire, c'est mettre en place de la journalisation centralisée vers un serveur externe. Ça peut être via du syslog, il y a plein de moyens, vers des SIEM, vers des SOC. Voilà. Et donc, en gros, de faire en sorte que l'attaquant, même s'il essaie de supprimer ses traces, c'est trop tard, les traces, elles ont été externalisées quelque part. Et du coup, elles sont déjà en plus au même endroit pour l'analyse, c'est assez pratique. La documentation, donc la documentation, elle peut être écrite ou humaine, hein, c'est avoir la personne qui connaît, qui a la maîtrise technique de son SI. Si cette personne-là, elle est partie ou elle n'est pas là, elle est en vacances ou quoi que ce soit, pour l'analyse, ça va être clairement compliqué parce qu'il va falloir trouver soi-même l'information. Et là, c'est toute une autre paire de manches parce qu'il va presque falloir, il va falloir énumérer soi-même pour l'analyste, énumérer soi-même tous les assets sur le réseau, se débrouiller comme on peut pour trouver les informations d'authentification pour se connecter sur le pare-feu, etc. Voilà, ça va faire perdre beaucoup de temps et donc ça peut vraiment affaiblir l'analyse. Et bon, les sauvegardes, voilà, ça peut être les sauvegardes permettent déjà de mieux reconstruire le SI, mais aussi permettent de retrouver certains journaux s'ils étaient manquants. Voilà. En termes de documentation, hein, c'est cartographie réseau, cartographie applicative, les dossiers sur les projets. Ça va être vraiment la documentation de manière générale qui va aider fortifier une analyse. Donc la préparation, c'est aussi savoir détecter, faire une veille sécurité active, monitorer les réseaux, les systèmes, les applications, analyser les logs donc avec un SOC, un Security Operations Center, ou pas du tout, ou comme ça, donc avec des événements qui sont sélectionnés. Ça va être aussi, pourquoi pas, à partir d'Honeypot, donc au niveau, par exemple, créer des fichiers qui, s'ils sont accédés, on sait que voilà, ils n'auraient pas dû être accédés. Ça va être mettre des honeypot réseau, des honeypot applicatifs pour détecter qu'il y a quelqu'un qui est présent sur le réseau interne, par exemple. Ça peut être, en général, c'est une bonne approche. Ça permet d'éviter des faux positifs. Ça va être aussi bien se préparer, c'est aussi se protéger. Hein. Donc, c'est mettre en place, faire des analyses de risque qui vont donner suite à des audits, des intrusions, des moyens de se tester si on est sécurisé sur plusieurs aspects, hein, sur le système, réseau applicatif. Faire de la formation, sensibilisation à la sécurité, menaces de phishing, la sécurité de manière générale à tous les employés et encore plus aux personnes techniques.
Ça va être appliquer les best practices sécurité, faire de la sécurité réseau, mettre en place de la prévention de malware, donc voilà, du classique, hein, mettre des antivirus sur les postes, mettre mettre en place des IPS, des équipements qui vont, des WAF qui vont réduire la probabilité d'avoir des attaques, qui vont aussi par la même occasion permettre de mieux détecter. Se préparer, c'est aussi avoir quelque chose de prêt avec un provider externe, donc avec des consultants, pour éviter de perdre 2-3 jours à trouver la bonne société qui sera capable de réagir pour qu'elle vous dise bah oui, bah, je peux intervenir 5 jours après. L'idée, c'est d'avoir des contrats tout prêts avec des SLA, des délais d'intervention très faibles, hein, intervention du jour au lendemain presque, avec aussi une petite phase de debug parce que les consultants externes peuvent aussi vous aider à débugger certains événements. Et voilà, qu'ils soient prêts à avoir des contrats qui permettent de se préparer à ce genre de choses, et aussi faciliter l'intervention, donc qu'ils aient déjà l'information de cartographie, qu'ils maîtrisent un peu le SI de leurs clients pour gagner du temps tout simplement, et avoir des contacts aussi de manière générale. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter maintenant, hein, comme ça je pourrais y répondre dans un peu moins de 5 minutes quand j'aurai terminé le webinaire pour la partie questions. Donc, et donc tout ça, ça mène ensuite à réaliser un plan de réponse à incident. Donc le plan de réponse à incident, c'est un sujet à part entière, hein, mais le but, ça va être de préparer une organisation, de préparer une politique et ensuite de préparer des procédures, donc voilà, un ensemble d'outils, de technologies. Pour une équipe de réponse à incident interne, par exemple, ça va être créer une mallette avec un laptop, des outils tout prêts pour pouvoir réagir en cas de réponse incident. C'est tout un ensemble de choses. Ça va être de créer un plan de continuité d'activité pour pouvoir recouvrir rapidement de tel incident. Ça va être de la documentation, lister des assets qui sont critiques à protéger en priorité par rapport à d'autres. Et ça va être mettre en place des plans de communication. Donc, savoir quel département, quelle personne contacter dans un département en cas d'incident, que ce soit au niveau légal, RH, au niveau du système d'information. Voilà, il y a pas mal de choses il y a vraiment pas mal d'aspects à voir. Ça va être de faire des exercices, de prévoir des exercices aussi, des simulations pour pouvoir un petit peu se préparer, voir sur quel point on pêche lors d'une réponse à incident. C'est toujours mieux de se préparer plutôt que de faire des exercices dans la vie réelle où c'est plus des exercices, c'est une réponse à incident. Et toujours préparer de la place, garder un petit peu de temps pour faire un meeting post-incident. J'insisterai jamais assez sur ce point. Voilà. Conclusion, faire des meetings post-incident, hein, je le répète, faire des simulations, s'entraîner, sensibiliser les personnes à ce type d'attaque, utiliser vos retours d'expérience sur l'incident lors des sessions de sensibilisation, voilà, ça va leur parler. Ils ont vécu ce scénario, la majorité des employés n'ont pas eu accès à leur mail pendant 2 semaines, 3 semaines. Forcément, ça a impacté leur travail. Donc, ils savent que voilà, ça va les mettre en condition pour éviter de reproduire un tel scénario. Et voilà, il y aura d'autres webinaires qui vont être. Et oui, j'oublie un point très 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 important. Agir rapidement. Attendez pas que l'incident se développe pour agir. Agissez le plus rapidement. Et si vous ne savez pas où aller, si vous n'avez pas votre plan de réponse à incident, vous ne savez pas qui contacter, faites appel à de l'aide extérieure. Si vous êtes une société parmi une multinationale ou parmi un groupe, faites appel à votre groupe qui a peut-être les ressources pour vous aider, faites appel à des consultants externes, mais voilà, laissez pas l'incident se développer par lui-même, ça va juste occasionner plus de dégâts et ça va rendre l'analyse derrière plus compliquée. Donc prochain webinar le 23 octobre 2019, donc dans un mois, toujours sur le sujet réponse à incident, mais là on va aborder d'autres aspects. Merci à tous. Donc normalement, si vous m'avez bien écouté, vous devriez avoir noté quelques questions, donc je vais pouvoir voir.
Donc, n'hésitez pas, continuez de faire de noter vos questions. Et donc, je pourrais y répondre. Ok, bah merci à tous pour votre participation et bah rendez-vous le 23 octobre pour le prochain webinaire. Bonne journée, bon week-end.